Et voilà, on est en direct. Bonjour à toutes et tous, je suis Guillaume, directeur de Digital Loire-Vallée. J'ai le plaisir de vous accueillir, dans le Digitalk, la deuxième édition du Digitalk. On va, aujourd'hui accueillir, Sophie, Morand. Bonjour Sophie, tu es, directrice, de Addictic, une agence de communication digitale, à Tours. C'est bien ça. Bienvenue. Merci. Je laisse, les participants s'installer. On va passer, une petite heure ensemble, pour parler, visibilité sur internet. Sophie, tu vas, évidemment prendre la main et traiter le sujet qui est très riche. On est très heureux de pouvoir, t'accueillir aujourd'hui pour parler de ce sujet. Si vous avez des questions, vous, pouvez les poser en fait dans l'espace questions, ou discuter dans le chat, mais il y a un espace questions pour poser vos questions. On les prendra, au fil de l'eau, si ça s'intègre bien et ce à quoi on n'aurait pas le temps de répondre, on le fera à la fin. Heu, voilà, vous savez tout. Sophie, je te laisse la main. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Donc, je suis Sophie Morand, directrice de l'agence de communication digitale, donc située dans les locaux de l'aéroport de Tours. Donc, la spécificité de notre agence, c'est de ne travailler uniquement sur des supports digitaux. Et la petite, je dirais, la petite différence par rapport à une agence classique, c'est qu'on propose un accompagnement web marketing auprès de nos clients. Voilà. Donc, je vous remercie à tous en tout cas d'être là pour pouvoir échanger aujourd'hui sur le sujet qui concerne, je pense, de plus en plus de monde, c'est-à-dire comment optimiser sa visibilité sur Internet. Je ne connais pas le profil de chacun d'entre vous. Si vous êtes plutôt des personnes initiées ou non, c'est pour ça qu'il ne faudra pas hésiter à me poser des questions si certains points ne sont pas clairs. Donc, c'est parti. Par où commencer? Parce qu'au-delà de se dire j'ai besoin de créer un site internet, l'idée, c'est de pouvoir inscrire ce site web dans votre écosystème digital. Et donc, cet écosystème digital, il va s'inscrire dans une stratégie de communication et plus précisément une stratégie web marketing, c'est-à-dire comment mettre en place un écosystème efficient pour atteindre vos objectifs. Donc, pour ça, il y a différentes techniques web marketing. On entend parler de e-marketing, community management, production de brand content, etc., etc. Donc, on va démêler un petit peu tous ces points, éclaircir chacune de ces notions. Un petit rappel sur les différentes étapes d'une stratégie, c'est-à-dire qu'avant de se lancer, encore une fois, sur la mise en place des supports, il est important de se questionner sur quelle stratégie je vais dérouler. Et pour ça, il convient de faire d'abord un diagnostic, notamment avec un petit benchmark concurrentiel et un audit interne. Il convient également de définir ses objectifs, les cibles auxquelles vous adressez. Est-ce qu'on est en B2B ou B2C ou B2B2C? Ça existe aussi. Quelles sont les ressources que j'ai à ma disposition, soit en interne ou en externe? Quels sont les éléments déjà existants de ma charte graphique ou charte éditoriale? Je vais définir ensuite un planning stratégique. Et le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est de vérifier toujours l'alignement entre l'opérationnel et le stratégique. Donc, quatre points essentiels à avoir en tête, c'est-à-dire que c'est le contexte, la notoriété et la visibilité, comment je vais gérer mes acquisitions et comment je vais convertir ensuite le trafic que j'aurai amené sur mon site, comment le convertir en lead qualifié. Donc, pour établir le diagnostic, voilà, j'ai listé quelques questions qui peuvent vous aider à faire le point, savoir où vous en êtes en fait dans votre entreprise. Quel est le positionnement que vous avez? Quels sont vos concurrents? Je pose souvent cette question, c'est quel est votre élément différenciant
par rapport à vos concurrents. Pourquoi moi j'irai acheter un produit plus chez vous que chez vos concurrents? Bien souvent, c'est pas toujours clair. J'entends souvent de oui, mais moi je suis à l'écoute de mes clients. Oui, d'accord, soit, mais vous êtes tous à l'écoute de vos clients. Donc vraiment, quelle est la valeur ajoutée proposée par le client ou par votre entreprise en tout cas? Donc, on va aborder par la suite quelques petites méthodes, des méthodes que vous connaissez peut-être qui font référence un petit peu aux bases du marketing. C'est la méthode SWOT, la méthode Pestel et les 4 P de Porter. Donc, je vais essayer d'aller assez vite sur ces points-là parce que pour moi, ça reste un petit peu des bases théoriques et je pense qu'il est important d'aller après dans le vif du sujet, qui est le SEO, le SIA et ensuite les indicateurs pour pouvoir mesurer l'efficacité de vos actions. Donc après, en fonction aussi de votre secteur d'activité, vous pouvez vous interroger sur le réseau de distribution par lequel vous allez distribuer vos produits, si vous êtes sur la vente de produits. L'expérience client est-elle au rendez-vous face à ce que vous proposez comme parcours client? Est-ce qu'un canal de distribution online est indispensable ou est-ce que finalement vous devez compléter votre stratégie par un dispositif en off? Moi, j'avoue que ce qui me passionne dans le digital, c'est surtout les retombées directes, le retour sur investissement qu'on peut avoir de manière quasi instantanée, si ce n'est à J+1. Voilà. Donc, c'est une approche qui est de plus en plus, c'est une approche que les clients ont de plus en plus parce qu'on évolue dans un monde de plus en plus concurrentiel où chaque chef d'entreprise, bien évidemment, a des soucis de maîtrise de son budget et d'économie de budget. Et l'idée, c'est de pouvoir mesurer combien l'entreprise dépense en termes d'actions de com ou marketing et combien de clients ça lui ramène et les retombées par rapport au chiffre d'affaires. Donc, la méthode SWOT, en fait, elle permet de faire un diagnostic interne et externe. Donc, en fait, les forces et les faiblesses, les 2 premières colonnes correspondent aux forces et faiblesses de votre entreprise. Et les opportunités menaces, ça correspond plus à votre marché, c'est-à-dire quels sont les concurrents qui existent sur votre marché. Est-ce que finalement, ils ont exactement le même positionnement que vous? Est-ce que le contexte économique actuel fait qu'il y a des complications? Typiquement, on a eu à faire face à la crise sanitaire ces derniers temps. Quelles répercussions ça a sur votre activité à l'heure actuelle? La méthode Pestel, elle permet une analyse macro-environnement. Donc là, on va aborder l'activité de l'entreprise plus par un angle politique, économique, socio-culturel, technologique, écologique et légal. Voilà, donc le document PDF vous sera envoyé par la suite. Donc, si vous souhaitez vous y référer pour travailler ces différents points, vous le pourrez. Voilà, donc dans les 4 P de Porter, là, on va s'attaquer on va faire un point plutôt sur les attraits du produit que vous proposez. On va étudier tout ce qui est packaging, couleur, format, conditionnement, etc., etc. Le prix, bien évidemment. La distribution, la manière dont sont distribués vos produits et la communication. Comment je fais connaître mon produit. Donc, il faut savoir qu'avec l'engouement pour le digital, en fait, bien évidemment, les habitudes d'achat ont beaucoup évolué ces derniers temps, encore plus avec les périodes, les 2 dernières années où on a été confinés. Donc, il faut savoir qu'un consommateur fait bien évidemment une recherche sur Google avant achat et ça représente 90% des personnes qui deviendront clientes par la suite. Bien évidemment, Google, le fait de faire une recherche préalable sur Google fait que vos consommateurs ou clients sont beaucoup plus avertis, donc ils vont être beaucoup plus exigeants par rapport aux services ou aux produits que vous leur délivrez.
C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc, idéalement, si vous voulez mettre en place les bonnes pratiques marketing, il faut que vous ayez défini des personas, c'est-à-dire que ça va être le profil de votre client type. Voilà, donc là, je vous ai mis un exemple de persona. Pour l'un de nos clients, en fait, dont on parlera à la fin de la présentation, je vous présenterai une étude de cas par rapport aux différents sujets qu'on va aborder durant cette visio. Donc, l'idée, c'est de définir votre persona et ensuite de définir les points de contact, c'est-à-dire tous les médias par lesquels vous allez pouvoir les capter. Travailler à la fois votre notoriété et travailler vos leads. Donc, si on doit faire un tour rapide de l'écosystème de l'entreprise dans laquelle vous êtes ou de votre activité, le site web est au cœur de votre écosystème et ensuite, on va aller activer différents leviers digitaux, comme les réseaux sociaux. Donc, je vous en ai listé quelques-uns. La page Google Business, qui est parfois un peu méconnue, en fait, et qui est un des outils gratuits de Google et qui permet notamment de travailler votre référencement local. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir aussi solliciter les personnes qui sont déjà clientes de votre société et de les inviter à laisser des avis positifs sur votre page Google Business. Donc après, il y a toutes les autres techniques marketing qui sont l'emailing, les newsletters, ça peut être également des campagnes de SMS ou le fait d'être présent sur des marketplaces professionnels. Ça peut être aussi bien du Amazon que des sites proposés comme l'exposition permanente de l'usine nouvelle, par exemple, si vous êtes en B2B. Tout dépend encore une fois de votre activité. Donc là, je vous ai mis une petite infographie. Dans mon support, il y aura beaucoup d'infographies parce que je trouve que ça facilite la compréhension des différents concepts. Voilà, j'ai évoqué la plupart des supports digitaux, mais vous verrez qu'après, il y a différentes petites choses là sur l'infographie qui peuvent vous aider. Cette infographie également pour savoir sur quels réseaux sociaux il est plus intéressant pour vous d'être présent en fonction que vous soyez sur du B2B ou du B2C. Donc, B2B, c'est business to business. B2C, c'est to consumer. Donc, en fait, cette infographie n'est pas hyper jolie. Par contre, elle est assez intéressante. Vous verrez dans quel cas utiliser l'un ou l'autre des réseaux sociaux, pardon. Et il n'y a pas de copie parfaite ou de copie absolue. Je vous conseillerais pas à chaque fois d'être présent sur Facebook et Twitter ou Facebook et LinkedIn. Il faut vraiment étudier au préalable vos objectifs et vos cibles. Ensuite, ici, c'est un exemple de planning de publication. Si vous souhaitez travailler votre stratégie social media, donc avec une proposition de rythme de publication, que ce soit sur votre site, sur votre blog. Alors, soit votre blog est intégré en fait à votre site, ou soit il est déporté, c'est-à-dire accessible par une URL, un nom de domaine différent. Et ensuite, donc là, on a fait un petit focus sur 3 réseaux sociaux. Sachant que de toute façon, pour optimiser votre visibilité sur le web, ou plus vous serez actif sur tous ces supports digitaux, et au plus vous favoriserez votre référencement naturel, à condition que vous délivriez des contenus qualitatifs. Voilà, souvent des contenus à forte valeur ajoutée. C'est ce qui fonctionne le mieux. En fait, quand on travaille le référencement naturel, on parle avec des robots, on va en parler un petit peu plus loin, les algorithmes de Google, et au plus vous serez régulier dans vos communications, et au plus ça portera ses fruits. Hop. Donc, les 2 grandes techniques les plus connues concernant le référencement, on parle de référencement naturel et de référencement payant. Donc là, je vous ai mis un exemple.
Sachant que Google modifie toujours un petit peu l'apparence graphique de ses annonces payantes. Vous avez un petit, le terme là écrit en gras, annonce. Et tout ce qui est référencement naturel se situe en dessous. Donc, tout ce qui est SIA, ça s'affichera forcément sur les premières, en haut de page des résultats de recherche Google. Et tout ce qui est référencement naturel, un peu plus loin. Hop. Donc, le référencement naturel, donc je vous ai mis la définition. Il faut bien voir qu'en fait, pour moi, les deux sont complémentaires. Le référencement naturel, c'est plutôt un travail de longue haleine, où vous allez travailler tous vos contenus, en fait, en fonction d'une liste de mots-clés définie. En travaillant idéalement un mot-clé par page. Par contre, ce n'est pas parce qu'on travaille sur un site web qu'on le met en ligne qu'il va être référencé de suite dès le lendemain de la mise en ligne. J'ai parfois la question de la part de nos clients. Donc pour ça, il faut attendre que que Google fasse son travail, crawl un petit peu toutes les pages de votre site. Et c'est ce qui permettra, s'il est bien fait, de remonter sur les pages de recherche. Le SIA, quant à lui, c'est l'achat de mots-clés. Et donc, là, vous pouvez être visible de suite et désactiver vos annonces comme vous le souhaitez. Donc, pour moi, voilà, il y a un travail qualitatif qui est à faire au niveau du SEO et un travail un petit peu de pousser à un moment donné, peut-être, ou tout au long de l'année, en fonction des budgets, de pousser votre visibilité ou des produits via des campagnes payantes. Ah oui, pardon. Cette infographie, elle représente un petit peu tous les axes sur lesquels il est important de travailler pour que vous puissiez ressortir en référencement naturel. Voilà, il y a notamment les contenus, je vous en ai parlé, votre présence sur les réseaux sociaux, augmenter votre visibilité grâce à des travaux sur les mots-clés, le netlinking, on en reparlera aussi un petit peu, votre maillage interne, c'est-à-dire tous les liens qui sont faits entre les différentes pages de votre site, l'optimisation du code HTML, parce que au plus le code sera propre, entre guillemets, et au plus la lecture par les algorithmes de Google en sera facilitée. Alors, pour connaître votre positionnement sur le mot-clé principal de votre activité, la solution la plus simple et à la portée de tout le monde, c'est de se mettre en navigation privée et de faire une recherche sur le mot-clé, sur votre mot-clé principal. Sachant que si vous le faites en navigation publique, en fait, les résultats seront faussés parce que tout votre navigateur aura gardé en mémoire, en fait, dans l'historique, tous vos historiques de recherche, votre géolocalisation, etc., etc., et ce ne sera pas forcément représentatif. Donc, les moteurs de recherche les plus populaires, bien évidemment, vous en doutez, c'est Google, utilisé à 91%. Derrière lui, Yahoo, Bing. Après, il y a d'autres moteurs de recherche qui ont vu le jour comme Quant ou Ecosia, qui sont des moteurs de recherche un petit peu plus éco-responsables. Au niveau des outils que vous pouvez utiliser pour connaître votre positionnement sur un mot-clé, en fait, à chaque fois, j'essaie de vous donner à la fois des outils qui sont gratuits et des outils un petit peu plus pro. Donc, je dirais après, c'est à vous de faire votre choix. Si vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin sur le sujet, SEMrush, c'est un petit peu l'outil incontournable pour les webmarketeurs pour connaître votre positionnement et le positionnement des concurrents, ce qui est pas négligeable. SEO Hero Ninja, c'est un outil gratuit qui va scanner, je crois que c'est une vingtaine de serveurs Google et qui va vous donner une moyenne, en fait, une moyenne de votre positionnement sur un mot-clé donné. Alors, comment fonctionne un moteur de recherche? C'est ce que je vous indiquais, en fait. Les algorithmes de Google, parce qu'il y en a plusieurs, hein, vous en aurez peut-être entendu parler, on a du Panda, on a du Penguin, il y en a tout un tas. Ces moteurs de recherche vont scanner vos pages. Et donc, pour
pour favoriser votre référencement naturel, en fait, il va falloir que vos pages soient correctement constituées. On appelle ça la sémantique, en fait. Donc, par exemple, quand on ouvre un livre, on a les chapitres et les chapitres ou les sous-titres, etc. Une page web, elle va être constituée d'un H1 qui correspond au titre de chapitre, H2, H3, etc., etc. Donc, il y a une certaine norme à respecter. Et il y a également une certaine densité de contenu à avoir pour que Google considère que on est sur des contenus suffisamment denses. Alors cette infographie est assez vieille, mais c'était simplement pour vous montrer qu'effectivement, en France, on va plutôt se focuser sur optimiser notre site web et notre écosystème pour Google, parce qu'il est indéniable que tout le monde fait ses recherches via Google. Par exemple, en Chine, les Chinois utilisent principalement Baidu, ou Badu, je ne sais pas trop comment on prononce. Ce qui est certain, c'est que les algorithmes fonctionnent quasiment à l'inverse de Google. Donc, ce pourquoi c'est important quand vous attaquez un marché étranger de vraiment connaître les us et coutumes de chacun des pays, parce qu'il faudra travailler votre site de manière différente. Je sais notamment que pour la Chine, il est préférable d'avoir votre site hébergé directement là-bas plutôt que d'avoir votre site hébergé en Europe ou aux États-Unis. Donc voilà, des petites subtilités quand même à prendre en compte. Donc si on devait retenir 3 points, 3 piliers principaux par rapport à l'optimisation de votre site, principalement, il y aurait l'aspect technique, l'aspect sémantique et l'aspect rédactionnel. Et en parallèle, il y aura tout ce qui est stratégie de netlinking. Donc, sur l'aspect technique, nous, par exemple, on utilise 2 types d'outils pour vérifier que les sites soient correctement développés. On utilise Google Lighthouse, qui est un outil gratuit, en fait, et qui permet d'analyser à la fois la performance, l'accessibilité de votre site, l'aspect SEO, savoir s'il a bien été travaillé votre site pour le SEO et les bonnes pratiques. Donc Lighthouse, il faut savoir qu'il suffit de faire F12 sur votre clavier et la console Google est accessible. On utilise, nous, en complément GTmetrix, voilà, qui nous donne un bon rendu concernant les performances techniques. Pourquoi on est vigilant à l'aspect technique quand on développe un site web? C'est que Google va être pointilleux sur l'aspect technique et notamment, par exemple, sur le fait que votre site soit facilement consultable sur support mobile. Pourquoi? Parce que les pratiques, là aussi, ont évolué depuis quelques années maintenant. On sait que la plupart des internautes sont en mobilité, consultent les sites web en mobilité. Et donc, du coup, l'idéal, c'est de développer les sites en mobile first. Voilà. Donc, ce qui sous-entend que votre temps de chargement de site soit optimal. Sinon, vous perdez votre internaute. On sait qu'un internaute n'est pas patient, il passe assez peu de temps sur un site. Donc, il suffit que votre homepage, par exemple, soit trop lourde avant d'être chargée. Et vous avez perdu un internaute, voire un lead derrière. Un autre des points importants, ça va être la crawlabilité et l'indexabilité de votre site, c'est-à-dire qu'il est recommandé de déclarer votre sitemap XML sur la console search. La console search, c'est l'outil en fait qui va permettre aux webmasters et développeurs de vérifier que votre site est bien indexé. Si ce n'est pas le cas, il vous donne une liste de tout un tas de correctifs à mettre en place pour améliorer votre indexabilité. Ensuite, le maillage interne. Donc, bien évidemment, le maillage interne va s'appuyer sur l'arborescence de votre site. L'arborescence, ça va être la colonne vertébrale, de votre site. C'est-à-dire qu'un site, c'est à la fois un aspect, une structure technique, mais aussi et avant tout, ça doit servir les contenus éditoriaux. Et l'ergonomie de votre site doit être optimisée pour que l'internaute arrive en moins de 3 clics au contenu qu'il recherchait. Donc, c'est pour ça qu'il est primordial de bien travailler votre arborescence.
d'avoir une navigation fluide et optimisée, et avoir une cohérence entre les différentes pages qui constituent votre site. Un autre petit point sur lequel on peut être vigilant, c'est le fait que votre site soit accessible via le protocole HTTPS, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certificat SSL installé sur votre serveur. Ça fait un moment que Google annonce qu'il va défavoriser, encore une fois, les sites qui n'auraient pas ce certificat SSL installé. Pourquoi? Parce que Google favorise les sites où les internautes peuvent naviguer en toute confidentialité ou confiance, en tout cas sur votre site. Ce pourquoi il faut que, enfin, il est préférable, encore une fois, d'installer un certificat SSL qui fait que ça crypte le protocole HTTP en HTTPS. Donc, une petite liste ici des points à vérifier, la bonne structuration de vos pages, vos balises, les métadescriptions. Alors, il y a quelques années encore, les métadescriptions étaient importantes pour le référencement naturel. Aujourd'hui, il est reconnu que ça a moins d'importance. Bon. Après, je dirais, à vous de voir jusqu'où vous souhaitez aller dans le fait d'optimiser votre site. Sachant qu'il y a une chose qui est à bannir, c'est le duplicate content, c'est le fait de faire des copier-coller, parce que il nous est déjà arrivé de voir ça aussi, de faire des copier-coller de contenu de sites web de concurrents et de les coller sur votre site. Ça va fortement déplaire à notre ami Google, qui va considérer que c'est du black hat SEO. Voilà, et l'idée, c'est plutôt d'aller travailler, donc de définir une liste de mots-clés principaux et d'aller travailler le champ lexical de votre secteur d'activité. Donc, 2 petits outils pour vérifier que vous avez bien travaillé votre champ sémantique. Vous avez outilref.fr et dareboost.com. Guillaume, je ne sais pas si on a des questions pour le moment ou pas. Alors, la seule question, c'était, une personne qui devait nous quitter et qui voulait savoir si elle aurait le replay et la Ah, présentation. d'accord. Voilà, mais c'était Bon, ça va. tout simplement. Moi, j'ai juste une question puisque tu parles des Ouais. aspects, techniques, sur le SEO. Mmh. Il y a un point que tu soulignes qui est très important, c'est la confiance, en fait, que Google accorde au site, donc confiance qui se traduit par des aspects, techniques. Ouais. J'ai entendu récemment que Google était attentif aussi à un sujet, qui est, l'engagement qu'on prend sur la réservation du nom de domaine. Que typiquement, a priori, si on renouvelle son nom de domaine, tous les ans ou enfin sur une fréquence assez courte, bah, Google le sait, et l'identifie comme, une faible confiance qu'on accorde à son activité et donc ça peut être aussi, pénalisant. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble, cohérent? Oui, 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 c'est aussi quelque chose que j'ai pu voir. Après, pour être très honnête, les Google délivre qu'une partie, en fait, des différents critères à respecter. Donc c'est difficile de savoir, quel est le poids réel de chacun des critères à respecter. Mais c'est vrai que sur le nom de domaine, effectivement, si on veut être sûr, comment dire? De mettre en place, d'optimiser chacun des points, en fait, pour optimiser notre référencement naturel, il vaut mieux réserver notre nom de domaine, pour 2 à 5 ans plutôt que pour 1 an. Ce sera plus favorable. Après, il faut bien se dire qu'il y a des éléments, qui sont des certitudes dans tous les sujets qu'on aborde et il y a des éléments sur lesquels on voit de tout, en fait. On voit tout et son contraire. Donc c'est difficile de démêler le faux du vrai. Et finalement, après, il n'y a que l'expérience sur ces différents points qui pourra nous faire dire si oui ou non un tel ou tel avait raison ou tort. Mmh. Euh, mais on est malheureusement pas sur une science hyper exacte. Il y a des éléments connus, mais après, la pondération de tous ces points n'est pas forcément très fine. Mmh. OK, on a une question, de Karine, qui nous dit: «Lorsqu'on parle de contenu et du volume, sur un site, quand il y a une partie blog, heu, combien de mots il faut viser pour les articles, pour plaire justement, à Google?»
tu mets au moins 200 mots sur les contenus, mais sur la partie blog, quel volume il faut viser? Il vaut mieux viser un peu plus, ouais, au moins 200 mots. Alors, ça, c'est vraiment pour le enfin, c'est, ouais, non, il vaut mieux viser, au moins 400 mots, je dirais. Mmh. 400 ouais, 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 il vaut mieux viser un petit peu plus quand même. Si vous testez les outils, je crois que c'est Outil-Ref, je ne sais pas si on a le temps d'aller voir. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran là? Non, alors là, on voit toujours ta Non? présentation. Je sais Ah, pas si on va d'accord. pouvoir voir les 2 en même temps. Réduire cette fenêtre. Bon. Oui, il aurait fallu que je partage la fenêtre. Bon, bah, on fera peut-être le test à la fin pour vous montrer, mais si vous testez, par exemple, il me semble que c'est Outil-Ref qui vous dit, voilà, sur votre page, par exemple, votre titre à la bonne longueur, votre texte devrait être un petit peu plus dense, vous devriez intégrer tel mot en plus. Voilà, vraiment, ce sont des outils qui peuvent vous guider de manière assez précise pour optimiser votre contenu rédactionnel. Alors, je regarde au niveau des contenus rédactionnels. Bon, vous avez ici tout un tas d'autres conseils. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce qu'il nous reste pas mal de points à aborder. Voilà, lorsque vous travaillez vos mots-clés, vous en avez peut-être déjà entendu parler, il y a la courte traîne et la longue traîne. Ce sont des termes qu'on entend souvent, notamment quand on met en place des campagnes AdWords. Pourquoi? Alors, je reprécise. La courte traîne, en fait, c'est lorsque vous êtes sur un mot-clé, un mot-clé très générique, comme agence. Ensuite, un mot-clé de longue traîne va être un mot-clé beaucoup plus précis. Ici, par exemple, c'est agence de communication digitale. Donc, bien évidemment, il sera plus compliqué de se positionner sur un mot-clé générique, comme serrurier ou serrurier à Paris. Voilà, je vous souhaite bon courage. Ou tout ce qui est assurance aussi, ce sont des domaines très, très concurrentiels sur lesquels il n'est pas forcément évident de se positionner, ou de travailler le référencement naturel en tout cas. Tandis que si vous travaillez vos mots-clés de longue traîne, vous aurez plus de chances de pouvoir ressortir du lot. Et bien souvent, les mots-clés de longue traîne sont moins onéreux sur Google AdWords. Donc là, 2 petits outils qui peuvent vous permettre aussi d'estimer. Donc Google Trends, ça va être plus sur l'estimation de volume sur ces requêtes, sur les mots-clés que vous leur renseignerez. Google AdWords, donc il faut déjà avoir un compte, mais vous avez un outil qui vous permet de faire des estimations en fait d'achat de mots-clés. Hop, ce qui fait le lien donc avec les campagnes payantes. Donc je vais vous parler principalement de la régie Google, encore une fois parce qu'elle fait poids sur le marché. Donc SES pour Search Engine Advertising. Donc pour ceux qui sont de la génération des pages jaunes et qui connaisseraient pas les publicités, enfin le système de publicité, c'est ni plus ni moins que comme quand on achetait un encart publicitaire dans les pages jaunes. Voilà, donc là c'est exactement la même chose sur Google. Donc les avantages, c'est l'amélioration immédiate en fait de votre positionnement. Vous pouvez du coup faire un petit peu d'ombre à vos concurrents, c'est pareil, de manière assez rapide. Et ça permet un suivi détaillé des performances, c'est-à-dire que vous savez exactement combien de personnes vous avez touchées via vos campagnes. Le bémol de cette technique marketing, c'est que ça peut être très rapidement coûteux. Et au plus vous aurez de concurrents et au plus vous allez acheter votre mot-clé cher. Voilà. Et il faut savoir aussi que dès que vous stoppez vos campagnes, ce n'est pas comme en référencement naturel, vous perdez immédiatement tous les bénéfices de la mise en place de vos campagnes. J'interviens, Sophie, je me permets parce qu'il y a une question de Loïc qui demande justement comment décider d'arrêter une campagne marketing payante. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas justement définir que en fait tu arrêtes.
de Il y a différentes raisons, en fait. Alors, c'est soit le budget que vous étiez, alloué, est, dépensé, soit, vous estimez finalement que ce que vous avez mis en place, revient beaucoup trop cher par rapport aux résultats, escomptés, attendus. L'idée encore une fois, par exemple, quand on met en place des campagnes AdWords, hem, on va réfléchir à différentes choses. C'est-à-dire, je mets une camp place, OK, pourquoi? Pour travailler ma notoriété ou pour aller chercher des futurs clients. Heu, L'idée pour la personne qui met en place ces campagnes, c'est toujours de faire du test and learn. C'est-à-dire qu'on va conseiller, par exemple, de commencer, avec l'achat de, allez, admettons, entre 4, 5 et 10 mots-clés et de voir sur, alors une semaine, c'est trop court quand même, de faire un petit test sur un mois, par exemple, de voir comment, les internautes se comportent, par rapport à ces publicités. Est-ce qu'on a un bon taux, pardon, de transformation ou non? Donc, ce pourquoi, vous avez des petits indicateurs, je vous ai mis une capture écran. Hem, donc dans le suivi statistique d'une campagne AdWords, vous allez avoir le nombre d'impressions, donc c'est le nombre de fois où votre publicité s'est affichée sur un écran. 660, c'est le nombre de clics. Là, on est sur un coût de campagne à 93 €. Donc là, je ne sais pas, j'ai pas les informations, mais généralement, vous savez si c'est pour une semaine ou pour un mois. Donc le CTR, c'est le taux de transformation, c'est click-through rate. Et le CPC moyen, c'est le coût par clic moyen. Donc, vous savez que le coût par clic, là, est à 14 centimes. Et donc, il faut toujours mettre ça en lumière de votre panier moyen, en fait. C'est-à-dire que nous, on a des clients qui peuvent être aussi bien sur de l'e-commerce avec de la vente d'objets qui vont coûter 10 € en moyenne, que certains clients qui vont vendre des gros mélangeurs industriels. Et là, on va être plus sur des sommes beaucoup plus importantes. Mais l'idée pour déterminer à savoir si vos campagnes sont efficientes ou non, c'est de se dire jusqu'à quel budget je trouve ça pertinent. Je trouve ça pertinent d'engager par rapport au chiffre d'affaires que ça va me générer derrière. Est-ce que ça répond bien à la question? j'imagine que oui, sinon Ouais, je pense on n'a que pas ça sera de ces questions. retour? Je te laisse poursuivre, Sophie. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, pour une campagne Google, on va définir des objectifs. Il y a différents types de campagnes avec des critères qui peuvent être très précis. Donc ça peut être aussi bien la cible géographique, ça peut être les centres d'intérêt. Il y a tout un tas de critères que l'on peut définir. On peut supprimer également certains mots-clés pour ne pas dépenser de l'argent inutilement sur ces campagnes. Donc l'idée, c'est de regarder régulièrement votre console statistique pour voir si ce que vous avez mis en place est efficient et vous pouvez réajuster le tir de toute façon de manière régulière. Donc il y a 2 types de campagnes, enfin principalement les 2 types de campagnes sur Google. Il y a les campagnes search, donc qui sont des annonces textuelles, pardon, comme j'ai pu vous les montrer. Et des campagnes display où là, en fait, vous allez communiquer de manière plus visuelle sur tout le réseau de partenaires de Google. Donc, les campagnes display sont beaucoup plus utilisées pour travailler la notoriété. Mais encore une fois, si vous voulez avoir une communication efficace, rien ne vous empêche de jouer sur les 2 campagnes à des rythmes pourquoi pas différents. Voilà, mais chaque type de campagne finalement correspond à des attentes différentes. Il y a également les campagnes vidéo donc sur YouTube avec annonces vidéo en pré-roll ou autres, et les campagnes Google Shopping bien évidemment dédiées plus au site e-commerce. Alors il faut savoir par exemple que pour les Google campagnes Shopping, vous ne pouvez pas avoir de simulation tout de suite de coûts de campagne. Il faut que vos fiches produits existent depuis un moment, que le Merchant Center les détecte pour ensuite pouvoir faire des simulations de coûts de campagne. Hop.
Ensuite, les KPI, dans notre jargon, plutôt les indicateurs à suivre. Encore une fois, pour moi, c'est si on va avoir une stratégie de communication dont on maîtrise tous les tenants aboutissants, pour moi, vérifier l'alignement entre l'axe stratégique et opérationnel est incontournable. Vous pouvez également faire des sondages pour savoir comment, par exemple, votre marque va être perçue, reçue. Et ensuite, vous pouvez ajouter votre plan marketing en fonction des retours de vos clients sur les actions de com que vous aurez pu mettre en place. Alors, encore une fois, je vous ai mis des petites infographies. Cette infographie-là, elle reprend les principaux indicateurs sur un site web. Je ne vais pas m'attarder parce que je vous ai mis d'autres captures écran un petit peu plus loin. Voilà, ici, typiquement, donc nous, on fonctionne à l'agence, on fonctionne avec Google Analytics, mais c'est pareil. Encore une fois, c'est un des outils les plus utilisés. Après, il existe tout un tas d'autres outils de suivi statistique, comme Kiwik. Donc ici, typiquement, dans les stats un peu globales à regarder sur un site Internet, ça va être le nombre d'utilisateurs, le nombre de nouveaux utilisateurs, le nombre de sessions. Donc, c'est le nombre de fois où l'utilisateur se connecte finalement à votre site Internet. Le nombre de pages vues de manière mensuelle. Très important, le nombre de pages par session. Alors, bien évidemment, cet indicateur, quand vous êtes à 4 pages par session, ça veut dire que l'internaute éprouve quand même un intérêt à lire les contenus. C'est-à-dire que les contenus sont suffisamment qualitatifs pour retenir l'internaute sur votre site. D'où l'importance de travailler son brand content. La durée moyenne des sessions, donc là, on est un petit peu bas, 1 minute 17. La moyenne générale d'une session sur Internet, on est plus sur les 2 minutes. Le taux de rebond, donc ça, c'est le nombre de fois où un internaute quitte votre site après juste avoir consulté une seule page. Et celui-ci nous indique si, effectivement, on a du contenu qualitatif ou non sur le site. Ce que je trouve encore plus intéressant à regarder, ça va être les sources d'acquisition, parce que c'est là où on va voir si toutes les actions qu'on a mises en place sur nos différents supports digitaux, canaux digitaux, ont porté leurs fruits. Donc là, je vous ai mis un exemple avec une campagne Google AdWords. Vous voyez qu'en paid search, on doit être à 46%. Ensuite, Organic Search, ça va être le référencement naturel. Donc là, c'est plutôt la notoriété. C'est-à-dire que si vous avez suffisamment travaillé votre notoriété, ce pourcentage-là doit être assez important. Ici, on est sur le display, donc campagne display. Il faut savoir qu'on peut mettre en place des campagnes, ça c'est une technique assez intéressante, c'est-à-dire que si vous avez bien fait les choses, le suivi statistique sur votre site web, sur votre console AdWords et sur tous vos réseaux sociaux va être fait. Et notamment, quand vous êtes sur Google AdWords, vous pouvez mettre en place des campagnes de retargeting. Ça veut dire que vous allez capter le flux de visiteurs sur votre site Internet et vous allez pouvoir les recibler dans votre outil Google AdWords pour leur envoyer une publicité du coup visuelle, donc via display, ce qui va augmenter votre taux de conversion. Donc ça, c'est une des techniques éprouvées qui fonctionne bien. Alors, si je continue, le trafic direct, c'est lorsque votre internaute connaît directement votre nom de domaine, il va le taper directement. Et le social, ça va être toutes les actions sur les réseaux sociaux. Ce qu'on ne voit pas ici, en bas de l'écran, ça va être tous les sites référents. Admettons que vous ayez fait des campagnes médias ou que vous ayez été interviewé par un journal local et qu'il y ait un article de vous sur les sites référents. Ça va générer du trafic sur votre site. Donc, ça va correspondre à tous les sites référents.
Alors là, on touche un petit peu plus, j'allais dire le nerf de la guerre, ça va être les conversions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à générer un certain volume de trafic sur votre site, on va avoir réussi à travailler ce trafic pour en faire du trafic qualifié. On va mesurer le taux de conversion. C'est-à-dire que sur un site, il y a des call to action, donc qui sont ni plus ni moins des boutons comme demande de contact ou demande de devis. Et on va aller suivre dans Google Analytics toutes ces conversions. C'est-à-dire qu'on va transformer un prospect froid en prospect chaud. Donc ici, par exemple, si je regarde, on est sur un site web et on a fait un suivi sur le formulaire de contact français, le formulaire de demande de devis français, et donc c'est un site qui existe, qui est multilingue, donc on a fait également le suivi sur les versions espagnole, anglaise et russe. Donc ça vous permet de voir finalement là où la cible est la plus captive et la plus intéressante à travailler. Et ça vous permet de réajuster le tir sur comment dire, sur vos supports qui auraient le moins bien fonctionné. Par exemple, là, on voit qu'en Russie, les statistiques sont pas forcément au top. Donc, on va pouvoir mettre en place des actions pour augmenter le nombre de conversions, par exemple, sur la partie russe du site. Ça, c'est un exemple donc de campagne AdWords. Donc, en AdWords, vous voyez clairement le coût de votre campagne, le nombre de clics, le nombre d'utilisateurs, etc., etc. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Hop. Sophie, si je peux juste intervenir très brièvement, donc juste pour te signaler qu'il est 12h20, ça c'est pour c'est mon côté gardien du temps, donc je te laisse piloter le reste du temps en fonction de ton contenu. On a une question d'Hakim sur les coûts d'acquisition moyens par secteur. Est-ce que rapidement, tu as une idée un peu de comment se répartissent les coûts? Je pense que bon, tout ce qui est évidemment assurance, que tu en parlais pour le SEO, je pense que pour le SEO, c'est pareil. Shopping, intervention d'urgence, c'est assez élevé. Hakim travaille dans le secteur de la culture, c'est un peu différent. Est-ce que tu sais comment se positionne le secteur de la culture en termes de coût d'acquisition? Alors, coût d'acquisition. Non, je ne saurais pas te dire précisément. Par contre, j'ai une petite infographie, si vous voulez, que je pourrais vous transmettre. On va plus parler de taux de conversion par secteur et en fonction du fait qu'on soit sur un secteur, enfin qu'on soit sur un site e-commerce, sur un site du secteur industriel, etc. Vraiment, les taux sont très variables. Mais je vous invite plutôt à faire des recherches sur le taux de transformation d'un secteur en particulier sur Google. Parce que c'est vraiment trop précis pour que je puisse avoir les chiffres en tête comme ça. Super. Merci. Désolée de ne pas pouvoir être plus précise. Donc au niveau du timing, oui, on va être bon parce que là, je suis en train de terminer sur les indicateurs. Donc les indicateurs à regarder sur les réseaux sociaux. On va regarder à la fois le nombre d'abonnés, le nombre de followers en fonction des réseaux sociaux, mais aussi ce qui va être intéressant de regarder, ça va être les réactions de votre communauté, c'est-à-dire est-ce que j'ai réussi à engager ma communauté, est-ce que j'interagis, est-ce que ma marque interagit avec mes abonnés, est-ce que j'arrive à susciter de l'engagement. On parle beaucoup de storytelling sur les réseaux sociaux. Comment j'embarque en fait mon prospect ou mon client dans une jolie histoire, comment je vais faire pour que mon client se projette en fait dans ma marque et comment je vais réussir à le séduire. Et tout ça, bien évidemment, ensuite, on verra que ça, si le sujet, enfin ici le travail de com est bien fait sur les réseaux sociaux, ça va prendre une certaine ampleur. Donc, ça va devenir viral, vos contenus vont devenir viral et on va ensuite pouvoir estimer les conversions. Voilà, donc vous avez les KPI un petit peu plus fins sur l'infographie et ensuite, voilà. Donc pour ceux qui sont plus orientés outils, ça, ce sont la liste des outils avec lesquels on fonctionne. Un petit peu la liste des outils indispensables en web marketing.
Je les ai évoqués pour la plupart. Il y a juste le Google Data Studio dont je ne vous ai pas parlé. Il faut savoir que ça existe en fait, parce que j'avoue que la console Google Analytics peut un petit peu rebuter pour ceux qui ne sont pas avertis. On met en place pour certains de nos décisionnaires des tableaux qui sont des Google Data Studio, c'est-à-dire qu'on connecte en fait l'outil Google Data Studio à Google Analytics et ça fait remonter vos statistiques de manière interactive et de manière un peu plus visuelle et sexy pour des décisionnaires qui ont généralement assez peu de temps à consacrer, qui souhaitent quand même avoir une analyse rapide des choses et pour analyser leur retour sur action. Et donc, il me reste quelques minutes pour vous présenter rapidement l'étude de cas. Ensuite, on va pouvoir laisser place aux différentes questions. Donc, là, j'ai souhaité vous présenter un de nos clients, donc, qui est un leader de construction de hangars photovoltaïques, en fait, du secteur agricole. Donc, quand ils nous ont consultés, ces clients, ils étaient leaders sur leur marché avec une vraie démarche qualitative en termes de construction de bâtiments photovoltaïques. Et ils me disent, Sophie, en fait, on est les meilleurs, mais personne ne le sait. Bon, ok, soit ça, j'entends aussi sur le discours. Et donc, on s'est posé un petit peu ensemble pour savoir, encore une fois, quel était leur positionnement. Donc là, il s'agissait d'une société quand même de 400 personnes avec un chiffre d'affaires assez conséquent. Et on a essayé d'identifier un petit peu les lacunes et ce pourquoi finalement cette société ne jouissait pas d'une notoriété suffisante. Donc, en fait, on a commencé par retravailler le site web. Bien évidemment, derrière le fait de travailler cette notoriété, il y avait cette volonté d'augmenter le chiffre d'affaires. De toute façon, il faut bien se dire que tout entrepreneur qui soit, s'il vous sollicite pour la mise en place d'un site web, c'est qu'il y a forcément des objectifs business derrière. Donc, on a commencé par travailler la refonte du site qui ne délivrait pas finalement suffisamment d'informations qualitatives pour les prospects. On a fait la proposition de mettre en place un simulateur de gain d'énergie, de valoriser toutes leurs réalisations parce que finalement, c'est leur expertise et que sur l'ancien site, elle n'était pas valorisée. Et on a également proposé une connexion en fait entre les formulaires du site web et le CRM Salesforce. Il est important quand on travaille sur un site web, j'interroge au-delà d'interroger sur les éléments qui vont être présents sur le site, j'interroge vraiment les clients dans leur démarche, dans leur positionnement, comme vous avez pu le comprendre, et dans leur démarche commerciale. Pourquoi? Parce qu'un site web n'est pas juste une vitrine, mais il peut être facilitateur, en fait, dans tous les process et processus commercial, ainsi que dans la maîtrise de la relation client. Donc, il faut savoir que tout outil digital, finalement, peut faciliter le travail des collaborateurs d'une entreprise. Hop. Donc, typiquement, sur le site qu'on a mis en place, vous voyez, on a mis un outil d'aide à la décision qui est un simulateur de rentabilité. C'est-à-dire qu'un bâtiment comme ceux qui sont vendus par nos clients, ça représente une certaine somme. Hein, je ne vous dirai plus exactement, ça doit être entre 100 voire 250 000 euros, il me semble. Donc, c'est pas une somme sur laquelle s'engage un prospect sur un coup de tête. Donc, en fait, on a proposé ce petit simulateur donc, qui, en fonction de la taille de bâtiment choisi, en fonction de la puissance de panneaux photovoltaïques installés sur le hangar, on va pouvoir dire à notre prospect en combien de temps ce bâtiment sera autofinancé. Parce que ça, c'est l'intérêt majeur pour les agriculteurs de pouvoir autofinancer leur bâtiment. Ça leur amène aussi des éléments pour pouvoir aller démarcher les banques.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment une étude de cas. C'est pour vous dire que lorsque vous mettez un outil, un site web en place, pensez également aux outils qui vont être facilitateurs et déclencheurs finalement d'action pour vos cibles. On a également mis en exergue les réalisations, c'est ce que je vous disais, de nos clients, parce que au-delà de vendre une photo 3D ou voilà, un projet 3D d'un bâtiment à un agriculteur, l'idée c'est qu'il puisse se projeter. Et donc, on a décidé de mettre en place en fait une petite carte interactive. Là, la force de notre client était qu'il avait au moins 2700 bâtiments, je crois, en France et beaucoup plus à l'international, mais on s'est pour l'instant focalisé sur la France. Et donc, on a travaillé une petite fiche avec les caractéristiques techniques du bâtiment, le témoignage de l'agriculteur, ce qui permet aux prospects de se projeter beaucoup plus facilement en fait dans la mise en place de ce type de construction. Donc, je vous ai mis une petite capture écran de la fiche produit. Après, ce type d'exercice, il est valable pour tout un tas d'activités, hein, que ce soit une fiche produit, une fiche service. Il y a bien souvent des éléments récurrents à retrouver. Et au plus vos pages auront une typologie et seront bien structurées, et au plus vos internautes s'y retrouveront. Donc là, typiquement, donc pour ce client-là, il me dit bon, ben voilà, Sophie, je suis leader sur le photovoltaïque agricole, personne ne le sait. Donc, on a déployé une stratégie de com en SEO, SIA. Donc, c'est pourquoi je trouvais que c'était intéressant de vous en faire part. Vous voyez, je vous ai fait vraiment des statistiques à la louche pour que vous voyez l'évolution. Donc, la ligne orange, c'était les statistiques sur le site en 2019, pardon. La ligne bleue en 2020. Donc, comparaison d'une année sur l'autre. Et en une année, on a gagné 300% d'utilisateurs. On a gagné également en nombre de sessions et en nombre de pages vues. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Je vous disais qu'il est important toujours d'avoir en tête, quand on déploie des stratégies de com, je dirais classique ou web marketing, peu importe, d'avoir la stratégie commerciale. Typiquement, pour ce client, on avait des objectifs différents en fonction des régions. C'est-à-dire que pour certains commerciaux, il n'y avait pas besoin de travailler les portefeuilles clients, alors que pour certaines régions, il fallait vraiment mettre l'accent, déployer l'artillerie lourde pour aller chercher de nouveaux prospects, parce qu'il y a tout simplement aussi des terrains géographiques, des secteurs géographiques sur lesquels il est plus difficile d'aller capter des prospects pour différentes raisons, parce que peut-être que sur une zone, il y aura plus de concurrents. Donc, en gros, ce petit schéma pour vous montrer, voilà, qu'il faut toujours aligner du coup votre déploiement de campagne AdWords avec la stratégie commerciale de l'entreprise. Là, je vous ai mis un exemple d'annonce, voilà, typiquement mis en place pour eux. Et les statistiques, alors là, je vous ai fait un récap des statistiques annuelles. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment engagé un gros budget quand même sur les campagnes AdWords, sachant qu'on a eu 555 conversions et un coût par conversion de 84 €. Alors, encore une fois, comment savoir si notre stratégie est bonne? C'est de se dire, est-ce que pour mon client, 100 €, c'est une grosse somme d'engager par rapport au coût moyen d'un bâtiment, sachant qu'ils sont, c'est ce que je vous disais, entre 100 et 200 000 €, voire plus. Je pense que là, on est sur une stratégie qui est tout à fait valable. On est sur une approche héroïste cohérente. Ensuite, sur le référencement naturel, donc là, je vous ai mis des petits schémas, des petites captures de SEMrush pour voir si nos objectifs étaient atteints en termes de référencement naturel, sachant qu'on avait mis en place toute une stratégie de contenu avec diffusion d'articles de fond ou d'articles un petit peu plus légers, mais en tout cas, des publications régulières sur le contenu. Et vous voyez comme en 2 ans, on a réussi à les positionner finalement en première position sur le terme hangar photovoltaïque agricole.
Alors, il faut bien se dire que rien n'est inscrit dans le marbre, dans le marbre, pardon, en référencement naturel. Vous voyez, je vous ai mis une petite cartographie aussi ici, enfin une petite capture d'écran. Ce n'est pas parce que vous êtes premier un jour que vous serez premier toujours, parce que bien évidemment, vous n'êtes pas le seul à travailler vos contenus. Tous vos concurrents le font. Alors, parfois de manière très dynamique, parfois ils sont beaucoup moins productifs, mais c'est pas parce qu'on réussit à vous positionner en première position à un moment donné que vous le serez toujours. Et ce, pour plein de raisons. Ça peut être dû à l'activité de vos concurrents, ça peut être dû à des mises à jour des algorithmes. Il y a des mises à jour mineures et majeures de Google. Donc, par exemple, vous voyez qu'ici, on avait réussi à les placer en 3e position sur bâtiment solaire. Ils ont perdu 2 positions. Voilà. Donc, il faut bien se dire que ça donne des indicateurs, mais que ce ne sont en aucun cas des éléments qui sont fixes et qui ne bougeront jamais. Voilà. Donc, j'ai essayé d'être assez rapide sur l'ensemble des points qu'il y avait à aborder aujourd'hui. J'ai essayé de vous dresser un paysage assez vaste, vous donner des éléments à la fois théoriques et concrets sur tout ce qu'on pouvait mettre en place et de vous donner les grandes lignes, en tout cas, sur le fait de comment intégrer un site web ou un travail sur votre stratégie social media dans une stratégie de com beaucoup plus globale. Donc, j'espère que vous aurez trouvé des éléments intéressants dans cette présentation. Il nous reste quelques minutes, je crois, pour les questions. Merci, merci Sophie. On arrive au terme de notre talk. C'était très riche. Tu nous as brossé un panorama très, très complet. Je pense que ça a permis à beaucoup de découvrir ou de redécouvrir les fondamentaux et d'avoir des notions de quelques, notamment des outils sur lesquels aller se renseigner, aller creuser. Est-ce que tu peux juste nous résumer en quelques mots comment on fait les bons choix, comment on choisit? Parce qu'il y a beaucoup d'outils, il y a un risque de dispersion. En même temps, on ne Ouais. peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En gros, quand on veut démarrer, voilà, comment on fait pour trouver le bon équilibre? Est-ce qu'en quelques mots, tu Ouais, ouais. je peux tout à fait résumer. Pour trouver le bon équilibre, c'est de, encore une fois, bien connaître sur quel marché vous êtes, savoir s'il y a beaucoup de concurrents ou non. Je vois Mmh. parfois des clients qui viennent me voir en disant: «Sophie, voilà, moi je voudrais un site web, mais j'ai pas beaucoup de moyens», et bien sûr, je l'entends. Donc en fonction de vos moyens, bien évidemment, il faut bien se dire, s'il y a bien une chose à retenir, c'est que le digital, c'est du test and learn. C'est-à-dire, il n'y a pas de mauvaise manière de faire. Rien ne vous empêche de vous lancer avec des petits moyens, si vous commencez avec un petit budget. Toujours de regarder vos statistiques, ça je le conseillerais jamais assez. De toute façon, si vous ne regardez pas vos stats, vous verrez bien si les clients ou les clients potentiels vous contactent, et de toujours réajuster le tir et de toujours demander des feedbacks aux contacts que vous pouvez avoir en fait. C'est-à-dire, je suis une entreprise, j'ai telle activité, j'ai plus ou moins de moyens. Qu'est-ce que je peux mettre en place en fonction de mes objectifs à court, moyen et long terme? Et si déjà vous avez cette ligne directrice là qui est assez claire, ensuite, vous saurez aller chercher les outils et les moyens qui vont bien, en fait. Je dirais que OK. ce serait un petit peu la grande ligne directrice à avoir en tête. Super. Julien nous dit dans les commentaires: «Le secret, mesurer, mesurer, mesurer». Effectivement, tu dis: «Suivre les C'est ça. statistiques», c'est exactement ça. Sylvain nous dit: «Beaucoup d'informations pour amorcer la réflexion, mais ça va pas être simple». Eh ben, c'est pour ça qu'il y a des professionnels pour vous accompagner. Merci, Sophie, merci Addictic. Je Je vous en vais prie. conclure cette session donc, voilà, vraiment encore une fois en remerciant, Sophie et toutes celles et ceux qui ont pu être présents parmi nous, ce matin. Si ces formats vous intéressent, allez, voir les prochains événements digital que on organise chez Digital War Valley. Le prochain, ce sera jeudi prochain avec Frédéric Kunzmann, fondateur de My Serious Game. Il va venir nous parler de son parcours d'entrepreneur sans filtre. Donc, je pense que ça va être hyper intéressant, j'en suis sûr même. Et puis évidemment, Digital War Valley et toute l'équipe, on est à votre disposition pour vous accompagner, répondre à vos questions
et continuer de travailler ensemble à la promotion, du numérique dans la région. Merci, Sophie, merci à tous. Je vous dis Merci Guillaume. à très bientôt, très bonne journée. Merci à tous, bonne journée.